Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Luc Mayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Tiefing Sissoko, sociologue de l'éducation. Alain-Jules Meunier, journaliste et diplomate. On passe tout de suite à notre grand temps. Le projet du gouvernement français d'augmenter les frais d'inscription à l'université continue de susciter l'indignation et l'inquiétude des étudiants africains en France et ceux qui avaient comme projet de venir étudier en France. Des pétitions contre cette mesure circulent en ce moment même sur les réseaux sociaux. Les étudiants dénoncent une décision brutale et discriminatoire. En effet, selon le plan du gouvernement Édouard Philippe, dès la rentrée 2019, les étudiants étrangers devront débourser par exemple 2770 € au lieu de 170 € actuellement pour l'inscription en licence par exemple. Les étudiants africains constituent près de la moitié, vous le savez, des étudiants étrangers en France. Ils sont donc directement concernés par cette mesure. Je vous propose d'écouter Kombila Yebe. Il est le coordinateur général de la Fédération des étudiants gabonais en France. Cette mesure que nous qualifions déjà d'injuste de prime abord, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une mesure d'exclusion qui ne favorise pas forcément une meilleure attractivité vers la France, notamment pour les pays d'Afrique francophone qui ont pour première destination soit pour achever leur cursus universitaire, soit pour poursuivre leur cursus. Et cette mesure, c'est une mesure d'exclusion dans la mesure où les 50% des étudiants qui viennent vers la France ne sont pas seulement boursiers, il y a également les non-boursiers et nous savons effectivement que le pouvoir d'achat, ou si vous voulez le revenu par habitant, il n'est pas suffisamment élevé. Donc cela ne permet pas de pouvoir prendre en charge une inscription de 4 000 € par exemple, ou 3 500 €, 2 500 € pour un étudiant qui souhaite étudier en France, sachant que là il ne s'agit que d'une inscription, alors qu'il y a des éléments autour qui s'ajoutent. Le gouvernement français doit revoir cette mesure, notamment à travers des accords historiques qui nous lient, mais surtout par les principes d'égalité et également à travers les accords sur la francophonie, etc. Donc cette pétition, elle est portée par un ensemble de personnes, également épaulée par l'UNEF, qui est le syndicat étudiant, de sorte que le gouvernement puisse revoir cette mesure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, un étudiant étranger paye exactement les mêmes frais d'inscription qu'un étudiant français, mais cela ne devrait plus en tout cas être le cas dès la rentrée 2019 avec cette augmentation de 1600% qui se profile. Donc là, un changement assez brutal. Tiefing Sissoko, est-ce qu'on peut parler d'une mesure discriminatoire comme on peut l'entendre de la bouche de certains étudiants africains? Oui, c'est important de se poser cette question. Je pense que juste pour revenir en arrière et comprendre un peu le contexte, il faut situer tout ça dans un cadre large. Quand on regarde les étudiants en France, ils représentent 2 600 000 étudiants, 2 millions. Et les étudiants étrangers, c'est 343 000 étudiants, ce qui représente 12% de l'effectif total de l'enseignement supérieur. Mais quand on se focalise sur les universités, les étudiants étrangers représentent 14% de l'effectif des inscrits dans les universités. Et dans cette répartition des 14%, quand on met l'accent là-dessus, eh bien les étudiants africains, comme vous l'avez indiqué, représentent 49,9% de l'effectif. C'est-à-dire qu'un étudiant étranger sur deux est africain. C'est pour cette raison que les voix qui sont levées indiquent que cette mesure vise particulièrement les étudiants africains puisqu'ils sont les plus nombreux. Parce que quand on regarde les Européens, ils ne représentent que 18% des étudiants étrangers. Et quand on regarde les Asiatiques qui peuvent être visés, c'est 18,6%. Donc les plus nombreux, ce sont les étudiants africains. Alors cette réforme a été proposée pour deux raisons en fait. Je crois qu'il y a deux arguments phares qui soutiennent cette réforme, qui sont d'ailleurs erronés. La première hypothèse consiste à dire que les étudiants étrangers sont issus de milieux sociaux élevés, donc de la petite bourgeoisie dans leur pays d'origine, et que donc ils peuvent payer ces études. C'est quelque chose qui est totalement... Or, cela est loin d'être le cas, bien entendu. Loin d'être le cas, et je crois qu'aujourd'hui en France, il n'y a aucun dispositif qui permet de connaître véritablement l'origine sociale des diplômés, des étudiants étrangers, puisque Apogée, qui est le système de gestion des études, n'indique pas cette dimension. En tout cas, ce n'est pas fiable. Et la deuxième raison, c'est de dire que les parents des étudiants étrangers ne payent pas des impôts en France et qu'il n'est pas injuste de leur faire payer un peu plus cher que les étudiants classiques. Alors,
bien sûr que les parents de ces étudiants ne payent pas d'impôts ici en France, mais ces étudiants, par leur travail et par leur production, puisque peu sont les étudiants qui viennent en France et qui ne financent pas leurs études. Donc ils contribuent par leur force de travail, ils contribuent par leur travail à l'économie actuelle. Donc en fait, ces deux arguments sur lesquels sont posés cette idée de réforme ne tiennent pas. Et puisque ça ne tient pas, on peut dire que c'est une mesure qui peut paraître comme injuste, notamment puisque ça parle à l'encontre du principe qui fonde l'université. Alain Jules, cette réforme vise directement les étudiants africains? Et complètement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est une mesure discriminatoire. On essaie de stigmatiser les étudiants africains. Alors, pour revenir à ce qu'il disait tantôt, il faut savoir que cette mesure, soi-disant, accompagne le fait qu'on donnera plus de bourses aux étudiants français. Je crois que c'est complètement contradictoire, ça n'a aucun sens, parce que je ne peux pas comprendre que moi qui suis issu des universités françaises, alors il me souvient il y a quelques années, on payait la même scolarité quoi, que le petit français qui était là, le petit africain, le petit anglais, etc., etc. Mais le problème, ce qui choque, c'est la montée, 1600%, mais c'est du jamais vu. Aucun pays au monde ne le pratique. Et moi, je crois que la France, avec une politique comme celle-là... Aucun pays au monde, en tout cas une hausse aussi, aussi rapide, aussi brutale. Rapide et brutale. Oui. Sachez que la France est en train de se priver de certains cerveaux. Parce que les étudiants iront en Angleterre, en Russie et partout ailleurs, où justement ça a tendance à baisser. Justement les frais de scolarité. Donc je me dis que c'est... Bon, peut-être que, je ne sais pas, je vais être brutal aussi en disant que c'est du FN, mais à l'envers. Voilà. Luc Mahut. Je vais me faire l'avocat du diable. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la réforme qui est faite pour augmenter l'efficacité du système universitaire et surtout son attractivité par rapport aux autres pays de l'OCDE, parce qu'il y a un classement des universités au sein de l'OCDE qui est fait et dans lequel la France ne tient pas le haut du pavé. L'idée ici, c'est de donner un maximum de moyens aux universités françaises pour qu'elles puissent se mettre dans le classement Shanghai et atteindre un niveau qui soit honorable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que la réforme vise. La deuxième, c'est que au-delà de tout ce que l'on dira sur le financement de l'université, la France va aujourd'hui capter les étudiants qui ne viennent pas que de la zone CFA. C'est peut-être une grande partie. Le Maroc occupe déjà la moitié de l'effectif des étudiants africains qui arrivent. Donc, c'est vraiment de très faibles quantités. Mais je pense que ça ne peut pas, en fait, pardon de le dire comme ça, le fait de dire que, d'une part, on va augmenter les frais de scolarité pour attirer d'autres étudiants, c'est quelque chose qui ne tient pas quand on regarde les statistiques sur les étudiants. C'est pas pour attirer. En fait, pour attirer d'autres étudiants qui peuvent... Non, je veux dire, l'idée ici, c'est de se dire, c'est de prendre en compte le fait que la France... c'est que dans d'autres pays au monde, on paye les frais universitaires et que ce qui est payé en France, même avec cette augmentation, reste dans les clous, c'est-à-dire dans la moyenne. C'est même pas le haut du panier, c'est la moyenne de l'OCDE. Donc on est encore dans des moyennes qui permettent de faire venir des étudiants sur les classements, asiatiques. C'est un peu différent puisque en fait, ça va à l'encontre des principes qui fondent l'université et l'université française, qui se veut d'être une université humaniste et ouverte au monde et qui soit conforme à l'esprit des Lumières. Et d'ailleurs, le principe de gratuité de l'enseignement à tous les niveaux est un principe constitutionnel qui était indiqué dans le préambule de la Constitution de 1946. Ce n'est pas pour rien que les étudiants ont protesté et que les universités ont commencé à rejoindre aussi ce mouvement de protestation. L'université Paris-Est Créteil, par exemple, dans laquelle j'enseigne, le conseil d'administration a établi un arrêté en demandant de reconsidérer ces tarifs conformément aux valeurs fondatrices de l'université. Alors effectivement, il y a beaucoup d'universités qui, dont les présidents aussi commencent à dénoncer cette mesure. Encore une fois, quand vous faites face à un système universitaire dans lequel les inscriptions ne sont pas acquises, y compris pour les nationaux, et je pense que l'université française, elle doit former les Français. Si vous avez très peu de Français qui peuvent aller à l'université, regardez le système qui a été mis sur pied pour faire la loterie et savoir qui va être inscrit à quelle faculté. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème de place et que ça peut être un moyen pour l'État de discriminer
afin de préserver un groupe qui est celui des Français dans un premier temps, de l'Union européenne ensuite et de l'espace économique européen. Donc c'est une discrimination qui pousse peut-être les Africains à se dire il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une politique d'intégration qui fera en sorte que si nous ne pouvons plus aller à l'étranger former nos étudiants, il faudrait peut-être qu'on trouve un moyen sur place de les former. Alors justement, c'est précisément la question que j'allais poser. Alors on a là bien sûr des étudiants qui sont parfaitement indignés, mais cette affaire révèle aussi les failles qu'il y a au niveau de l'université en Afrique finalement. C'est vrai que l'université africaine souffre de beaucoup de difficultés, notamment sur le fait de préparer les étudiants comme il faut affronter le marché du travail, comme aussi l'acquisition des connaissances. Je le sais, j'enseigne peut-être même que mes étudiants au Mali regardent aujourd'hui, j'enseigne au Mali, j'ai la chance d'enseigner au Mali et d'enseigner ici en France et de pouvoir comparer les deux populations. Ce que j'ai envie de dire au regard de cette réforme, c'est que aujourd'hui, en fait, et c'était le slogan d'Emmanuel Macron aussi, la France, une chance pour tous, et l'étudiant étranger, je pense que l'étudiant étranger est une chance, en fait, est une chance pour la France. J'ai envie de dire, l'étudiant étranger est une chance pour le monde. Avant, quand on regarde, il y a trois moments clés. Avant, on considérait l'étudiant étranger dans le sens d'une double absence, c'est-à-dire qu'il quitte son pays, il n'est pas là-bas, et il vient dans un pays où il n'est pas ici non plus par les mécanismes sociaux d'exclusion qui le mettaient en dehors. Aujourd'hui, on parle plus d'une double présence, c'est-à-dire qu'il est ici par les réussites sociales et professionnelles qu'il connaît et aussi là-bas par les investissements. Et demain, ce qu'il faut, je pense, c'est une migration d'études triplement gagnante. Gagnante pour l'étudiant, gagnante pour le pays d'accueil et gagnante pour le pays d'origine. Et je crois que c'est un peu cela, c'est cette dimension sur laquelle il faut qu'on insiste. La France, une chance pour tous, et l'étudiant étranger, une chance pour la France et une chance pour le monde. Moi, ça me rappelle... Je sais que lui, il aime beaucoup parler, mais je vais revenir par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, franchement, je m'inscris en faux face à ce genre d'allégations, dans le style, oui, on veut faire prendre conscience aux Africains de ceci ou de cela. La France, voilà, on va dire, les Américains disaient America First, disent actuellement, on est en train de nous dire French First aussi. Je crois que c'est quand même assez paradoxal. French and Europeans First. Oui, ben, c'est quand même paradoxal qu'on fasse payer uniquement les étrangers. Aux États-Unis, on paye des études, effectivement, mais le même barème s'applique à tous les étudiants. C'est-à-dire que vous êtes étudiant américain, d'ailleurs tous les étudiants américains sont endettés. C'est-à-dire quand ils sortent de l'école, ils remboursent leurs dettes par rapport à... Ce que j'ai essayé de dire... Mais de dire que, je m'excuse, hein, que seuls les Africains doivent payer, en gros, les étrangers doivent payer... Alors, il n'y a pas qu'en France qu'on pratique cela, parce que quand on regarde aussi le système canadien, c'est un petit peu sur le même principe. Même si vous n'allez pas loin, allez juste en Grande-Bretagne, vous avez le même système. Mais Alain Jules, après avoir dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est censé quand même résonner comme une prise de conscience pour les dirigeants africains. Je ne crois pas que c'est cet argent-là qui rendra la gravité de la situation au niveau de l'université. Il fera des universités françaises, au niveau du classement Shanghai. Prenez des Nigérians, par exemple, ce qu'ils payent en termes de formation est nettement plus élevé que ce que la plupart des Africains payent. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en suivant cette réforme, de revivre le psychodrame de la dévaluation du franc CFA. C'est exactement le même psychodrame. C'est-à-dire qu'on est dans une zone qui était une espèce de précaré français où les étudiants savaient que quand on est bloqué en termes d'études dans notre pays parce qu'il n'y a plus d'issue, parce qu'il n'y a pas les infrastructures et le reste, on peut aller en France. Et là, on est en quelque sorte obligé de changer de paradigme et de se dire que si la France ne nous accueille plus, peut-être qu'on ira en Belgique, peut-être qu'on ira en Russie, peut-être qu'on ira au Brésil, peut-être qu'on ira ailleurs. Mais en restant peut-être sur l'exemple français, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel à faire aujourd'hui, c'est l'un des slogans aussi de campagne d'Emmanuel Macron, c'est de libérer le travail. Eh bien, tout ça, toutes ces réformes, d'accord, mais il faut vraiment qu'on regarde véritablement les conditions de vie des étudiants étrangers. Eh bien, il y a les contraintes administratives, il y a les contraintes économiques notamment, puisqu'ils sont obligés, en tout cas, ils ont des contraintes d'horaire par an, il ne peut pas travailler plus de 960 heures par an. Et aussi sur le plan pédagogique, on ne peut pas faire une réforme si sur le plan pédagogique les enseignants ne tiennent pas compte aussi de la spécificité des étudiants
pour proposer un programme pédagogique qui s'adapte à leurs spécificités. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, à mon avis, il faut libérer ces trois dimensions. Quand on part dans une réforme, cette réforme, c'est un prétexte. On va attirer l'attention sur les étudiants étrangers, mais je crois qu'il faut qu'on libère ces étudiants des contraintes administratives, qu'on libère le travail pour que les barrières qui sont mises en place aujourd'hui, pour que les étudiants puissent avoir cette contrainte, il faut les lever, puisque ces étudiants, en fait, aujourd'hui, dans l'heure du temps, quand on travaille, on peut se former, on peut obtenir des diplômes. Donc, à un moment donné, libérer le travail, ça doit être pour tous. Et il faut libérer aussi sur le plan pédagogique pour qu'on tienne compte de la spécificité de ces étudiants étrangers pour la mise en place de programmes. C'est véritablement un parcours du combattant pour les étudiants étrangers. Et je crois même qu'il faut qu'on regarde cela de façon objective. Cette réforme, si elle passe, ou si elle était passée il y a quelque temps, je ne serais jamais venu en France. Parce que les revenus de ma mère n'auraient pas été suffisants pour payer cela. Alors effectivement, on évoque les frais d'inscription, mais il y a également les frais de dossier, il y a également le fait de pouvoir venir en France, il faut disposer d'une certaine somme déjà voilà, sur un compte bancaire. Donc énormément de choses, de contraintes. Mais encore une fois, Zahra, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est peut-être un mal pour un bien. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique délègue beaucoup trop de choses. Et déléguer, y compris la formation de ces élites, ne me semble pas quelque chose de très judicieux. Et de ce point de vue, j'espère que dans les réformes que l'Union africaine est en train de faire, on a mis dans les tuyaux quelque chose qui permettra que, si les universités camerounaises ou nigérianes ne sont pas suffisamment compétentes, que l'on puisse aller se former en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud ou ailleurs. Mais je vous le garantis, même dans ces pays-là, c'est payant. C'est payant et il faut simplement qu'un mécanisme soit mis en place pour que cette préférence que l'on a au niveau de l'Union européenne et de l'espace économique européen, que cette préférence s'applique aux étudiants africains tant qu'ils restent sur le continent africain. Il y a un campus franco-sénégalais qui va être ouvert à Dakar, il y a un réseau des universités de la francophonie qui existe, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut que l'Afrique ait une politique de formation pour que les frais d'inscription universitaire sur le continent soient uniformes. Alors, pardonnez-moi, on va continuer d'en parler, mais on marque une très courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.